juste au-dessus de l'arbre là qu'on voit, on a la constellation, je pense, la plus célèbre, en tout cas depuis l'hémisphère nord, qui est la Grande Ourse. Donc on a le corps ici de l'ours ou de la casserole, et puis la queue de la casserole ici. Le ciel, c'est vraiment une source d'inspiration qui a beaucoup d'influence. C'est vraiment une source de rêverie énorme. Les plus beaux ciels que j'ai vus, c'est au Chili et dans le désert de l'Atacama, qui est un des endroits où il y a le moins de pollution lumineuse au monde. C'est très triste d'avoir perdu l'accès à ça. Il y a des nuages qui sont arrivés, on a encore accès au ciel au zénith, mais assez plus bas sur l'horizon, il y a quand même pas mal de nuages. Et la pollution lumineuse est beaucoup plus forte en présence de nuages qu'en l'absence de nuages. Et donc en fait quantifier la pollution lumineuse uniquement quand il n'y a pas de lune et pas de nuages, c'est pas forcément pertinent. Parce que les oiseaux, les papillons, les insectes, les chauves-souris, eux ce qu'ils voient, c'est la brillance du ciel en ce moment, qu'il y ait des nuages ou qu'il n'y en ait pas. Je m'appelle Julien Milly, je suis astronome à l'IPAG, qui est l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Je travaille sur la formation planétaire, donc j'essaie de comprendre comment les exoplanètes se forment autour d'autres étoiles. Mon corps de recherche, c'est la diffusion de la lumière par les particules de poussière, parce que c'est ça qu'on observe quand on observe des disques de poussière autour d'autres étoiles. Il y a l'aspect de diffusion de la lumière qu'on retrouve aussi sur Terre. Il y a des aérosols qui diffusent la lumière, que ce soit la lumière du soleil ou la lumière des villes. Et j'essaie de comprendre ce mécanisme en faisant des images de système planétaire avec des grands instruments et des grands télescopes, essentiellement situés au Chili. Là, tu as un petit appareil dans la main. C'est un pointeur d'étoiles en fait. Un pointeur d'étoiles. Ça permet simplement de... J'utilise ça très souvent quand on fait des soirées astronomiques, quand on a du public, pour montrer aux gens un petit peu les constellations. Là, tu vois, il y a les premières étoiles qui s'allument. Donc on est toujours au crépuscule, le ciel est toujours brillant. En fait, c'est la période qu'on appelle le crépuscule nautique. Il y a 3 formes de crépuscule. On a le crépuscule civil, le crépuscule nautique et le crépuscule astronomique. Et, le crépuscule civil, c'est vraiment juste après que le soleil se soit couché. Et on l'appelle civil parce que on peut continuer à faire nos activités civiles, entre guillemets, c'est-à-dire on voit quand même suffisamment pour pouvoir continuer à faire nos activités. Ensuite, quand il commence à faire sombre et qu'on a les premières étoiles qui s'allument dans le ciel, comme on le voit là en ce moment, mais on voit encore très très bien l'horizon, ça correspond au crépuscule nautique. Donc on a encore l'horizon qui est bien brillant, hein. Là, si on regarde, on voit très bien l'horizon des arbres, des collines autour, du Vercors. Pourquoi on l'appelle le crépuscule nautique ? Parce que les marins, pour connaître leur position, ils utilisaient les astres et ils avaient besoin d'être capables de repérer donc des étoiles dans le ciel et aussi de repérer l'horizon parce qu'ils allaient mesurer la hauteur des étoiles à partir de l'horizon. Donc le crépuscule nautique est bien adapté pour ça. Et ensuite, quand vraiment il commence à faire suffisamment sombre, on a ce qu'on appelle le crépuscule astronomique, parce qu'on peut commencer à faire de la science astronomique. Et c'est à peu près le critère qu'on utilise dans les grands observatoires pour pouvoir commencer à travailler de manière sérieuse. Le temps de chacune de ces phases de crépuscule, elle est variable au fil de l'année, parce qu'en été, le soleil il va descendre
assez peu déjà sous l'horizon, et ensuite, en plus il descend doucement sous l'horizon, c'est-à-dire que les 3 phases vont durer plus longtemps. Par contre en hiver, le coucher du soleil se fait de manière plus abrupte, et les crépuscules vont être plus courts. Donc ça y est, là on est vraiment dans le crépuscule astronomique. Là on a vraiment le ciel qui est relativement sombre. Maintenant on a un petit peu de pollution lumineuse quand même, on se rend compte là, notamment parce qu'il y a une petite couverture des nuages, et on se rend compte que les nuages diffusent énormément les lumières de la ville. La pollution lumineuse, c'est l'ensemble des conséquences négatives des lumières artificielles qui sont générées essentiellement pour l'activité humaine. Et on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est une pollution comme toutes les autres, et on se rend compte qu'en fait elle a un impact beaucoup plus grand que uniquement nous bloquer l'accès au ciel. Et l'accès ça c'est plutôt une conséquence, un impact culturel, ce qui inclut aussi un impact scientifique, puisque en tant qu'astronome on travaille sur la lumière émise par les étoiles, donc si on n'a plus accès au ciel, c'est un problème pour ces recherches scientifiques. Donc c'est aussi un problème culturel, parce que le ciel est une source d'inspiration. Mais depuis, donc ça on s'en est rendu compte depuis déjà une 50aine d'années. Par contre, ce qui est vraiment plus récent, c'est les impacts sur l'écologie, sur la biodiversité, et aussi sur la santé humaine, l'humain étant inclus dans comme tous les êtres humains, la pollution lumineuse a un impact sur sa santé. Les êtres vivants, et les humains en particulier, depuis qu'ils existent, ils connaissent une alternance de jour et de nuit avec un cycle de 24 heures. Et donc ils ont besoin de cette alternance jour-nuit, et il existe des cycles, notamment de certaines hormones, comme chez l'humain c'est la mélatonine, qui vont réguler un ensemble de processus, et ces cycles, si ils sont perturbés par la pollution lumineuse, ça peut mener à des cancers ou à pas mal de types de problèmes médicaux. Et pour les animaux ou la faune ou la flore dans l'ensemble, c'est exactement la même chose. Il y a ces cycles qui existent, et on se rend compte que il y a tout un tas de comportements qui sont perturbés en présence de pollution lumineuse. On peut penser par exemple à la pollinisation des fleurs par les insectes, le comportement simplement des insectes ou des oiseaux, les déplacements des espèces, que ce soit les migrations, les déplacements pour aller chercher de la nourriture, les relations proie-prédateur par exemple. Tous ces comportements sont perturbés en présence de lumière artificielle. On peut penser par exemple aux chauves-souris qui ont été très étudiées. On a des chauves-souris qui sont lucifuges, c'est-à-dire qui vont craindre la lumière, et pour elles, la lumière va vraiment constituer une barrière qu'ils ne vont pas pouvoir franchir. Donc si une rue ou un espace est lumineux, ils vont simplement éviter d'y aller, et ça va éventuellement morceler leur espace de vie. Il y a tout un tas de comportements qui sont perturbés en présence de pollution lumineuse. Et pour essayer de contrer un peu le déclin de la biodiversité, les collectivités, les parcs nationaux ont mis en place des techniques de préservation pour essayer d'éviter le morcellement des territoires dans lesquels vivent les espèces.
c'est ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc il y a des trames vertes, par exemple, verts comme la forêt, dans lesquelles on va essayer de préserver des corridors de forêt pour que les espèces forestières, les espèces inféodées à la forêt, puissent transiter et ils puissent quand même communiquer d'une forêt à l'autre. Il puisse donc y avoir un brassage entre des populations qui vivraient dans différentes forêts. Il y a un autre concept qui s'appelle la trame bleue, qui est la même idée, mais avec pour les espèces qui vont plutôt utiliser les rivières, les fleuves pour se déplacer. On peut penser aux espèces aquatiques, mais pas seulement. Il y a très souvent les oiseaux migrateurs, par exemple, vont également suivre les fleuves. C'est le cas par exemple du Rhône, qui est un tracé de migration très important. Plus récemment, on parle également de trame noire sur exactement le même concept. La trame noire, c'est essayer d'éviter le morcellement du territoire par la pollution lumineuse en créant des espaces qui resteraient sombres, donc avec pas d'éclairage ou peu d'éclairage, pour que là encore les espèces qui ont besoin de peu d'éclairage artificiel puissent transiter d'un espace à l'autre, par exemple de leur lieu de gîte ou à leur lieu de chasse ou de là où elles se nourrissent. On peut penser par exemple aux chauves-souris qui peuvent parfois faire jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres entre l'endroit où elles dorment et l'endroit où elles vont se nourrir et chasser. Il y a tout un travail de cartographie au départ, et puis une fois qu'on a fait le bilan un petit peu des espèces et de leurs besoins en termes d'espace, on va essayer de modifier l'environnement pour permettre ces déplacements. Ça peut par exemple inclure des passerelles écologiques qui permettent à des espèces de passer en autoroute ou des voies de circulation. Pour la pollution lumineuse, pour l'instant, en fait, on en est vraiment qu'au début sur les trames noires. J'espère en tout cas que ça va se mettre en place. Pour mesurer la luminosité du ciel, il y a plusieurs techniques qui existent. Il existe déjà des petits capteurs, ça s'appelle des photomètres, ou des SQM, Sky Quality Meter. Donc c'est simplement un récepteur, un pixel si on veut, qui va mesurer la lumière. En général c'est proche du zénith, dans un cône autour du zénith. Et ensuite, les astronomes aiment bien utiliser des unités un peu bizarres, les magnitudes par arc seconde carré. Bon, ça donne une idée de la brillance du ciel. Donc ça c'est les moyens modernes. Il y a aussi des moyens relativement simples, c'est de compter les étoiles qu'on voit à l'œil nu. Dans un ciel très sombre, on peut en compter plusieurs milliers, 3000, 4000, jusqu'à 5000 si on a vraiment un ciel très très sombre. Et par contre, si on est en ville, on en voit une centaine, voire une dizaine si vraiment le ciel est mauvais. Donc on peut facilement aussi relier le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu à la brillance du ciel. Et il y a d'ailleurs des ateliers de sciences participatives qui permettent à tout le monde de compter les étoiles dans une région du ciel par exemple, pour pouvoir faire des cartes de pollution lumineuse sur tout le territoire. Il y a beaucoup de travaux là plus récemment qui montrent qu'il faut vraiment considérer l'impact aussi des nuages. Et c'est pour ça qu'un suivi en continu de la brillance du ciel avec des capteurs qui sont fixes donne des résultats beaucoup plus pertinents que simplement des mesures ponctuelles qui étaient faites par le passé. Au Chili et dans le désert de l'Atacama, il y a un observatoire où j'ai travaillé qui s'appelle l'observatoire du VLT, le Very Large Telescope. Et c'est un endroit à peu près 2800 mètres d'altitude, dans un désert qui est très très sec. Et il y a vraiment très peu d'activité humaine tout autour. C'est le désert, il y a quelques oasis par-ci par-là, mais très très peu. Un peu d'activité minière, mais là aussi c'est assez sporadique. Et donc on a vraiment accès à un ciel qui est préservé. Alors c'est impressionnant parce que on a la Voie lactée comme on l'a jamais vue ailleurs. Elle est tellement brillante qu'on peut se déplacer par un ciel sans lune. On peut se déplacer simplement à la lumière de la... Bon, faut dire aussi que dans l'hémisphère sud, la Voie lactée est plus brillante que dans l'hémisphère nord. Donc ça aide un petit peu.
Ça rend d'ailleurs le spectacle impressionnant parce qu'on a notamment le centre de la Voie lactée, le centre donc de notre galaxie, qui est très très visible depuis l'hémisphère sud. Et cette Voie lactée, donc c'est des petites poussières qui sont situées dans le plan de notre galaxie, qui vont diffuser la lumière des étoiles. Et donc ça forme une traînée un petit peu laiteuse, c'est pour ça qu'on appelle ça la Voie lactée. Et cette lumière-là est suffisante pour arriver à se déplacer la nuit dans un ciel sans pollution lumineuse. C'est vraiment une expérience inoubliable, ça. On distingue un petit peu la Voie lactée. Bon, c'est très faible. Elle passe ici, en fait. Elle passe donc en plein dans la constellation du Cygne, vers Cassiopée. Les étoiles les plus chaudes apparaissent plutôt bleues, blanches ou bleues, et les étoiles les plus froides apparaissent rouges. Donc c'est intéressant parce que c'est un cygne qui a donc des yeux de différentes couleurs, bleu et doré. En dehors des étoiles, on devrait pouvoir arriver à voir des nébuleuses à l'œil nu. Pour l'instant, le ciel est quand même pas suffisamment sombre pour arriver à la voir. J'étais en train de voir, il y a un très bel amas qui s'appelle l'amas d'Hercule, qui est dans la constellation d'Hercule. Les adultes, actuellement, on avait quand même accès à un ciel relativement de qualité relativement bonne, je dirais, quand on était enfant, donc on a pu profiter de ce spectacle. Mais j'ai l'habitude de demander, quand je fais des interventions par exemple dans des collèges ou des écoles primaires, aux élèves s'ils ont déjà vu la Voie lactée. Et très souvent, plus de la moitié des élèves n'ont jamais vu la Voie lactée. Et donc c'est assez préoccupant parce que c'est vraiment une source de rêverie énorme. Lever la tête et observer les étoiles, ça permet aussi de s'échapper du quotidien, de juste se mettre à rêver, chercher des formes dans les étoiles, comme on regarderait un peu les nuages défiler ou la mer. Toutes les étendues immenses, que ce soit la mer ou le ciel, permettent comme ça de laisser divaguer son esprit et penser à autre chose. Si on prolonge les deux étoiles qui forment le bord de la casserole, ici on les prolonge 5 fois à peu près, et on arrive ici sur une petite étoile un petit peu rouge, jaune-rouge, qui s'appelle l'étoile polaire et qui constitue le bout de la Petite Ourse. Et la Petite Ourse, c'est une petite constellation qui ressemble à la Grande Ourse mais inversée. Donc on a ici la queue et puis là le corps de la Petite Ourse. Si on projette maintenant cette étoile polaire sur l'horizon, ça nous donne exactement le nord et la direction de la Petite Ourse est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Dans la Grande Ourse, on a le corps de la casserole et puis ensuite on a des étoiles qui forment le manche. Parmi ces étoiles qui forment le manche, on a l'avant-dernière qui en fait c'est pas une seule étoile, c'est 2 étoiles, c'est même plus que 2 étoiles, c'est 4 étoiles, mais à l'œil nu, quand on a une bonne vue, on est capable de distinguer les 2 étoiles. Et elle s'appelle Mizar et Alcor, donc c'est un système double, et les Grecs avaient déjà remarqué que c'était un système double, pardon, c'était pas les Grecs, c'était les Romains, et donc ils utilisaient ces 2 étoiles-là pour tester la vue des gens, et pour pouvoir rentrer dans la Légion romaine, il fallait être capable de distinguer les 2 étoiles Mizar et Alcor, ce qui prouvait donc qu'on avait une vue suffisamment perçante. Les étoiles ont toujours eu un rôle très important pour les peuples en général. On peut penser tout d'abord à la mesure du temps, qui vraiment se fait à partir évidemment du rythme journalier, du rythme du soleil, mais aussi au fil de l'année, de l'apparition de certaines étoiles. Par exemple, les Égyptiens utilisaient les étoiles pour savoir quand c'était les moments clés pour aller semer ou récolter.
notamment l'étoile Vega, quand elle était visible dans le ciel, quand elle commençait à se lever, ce qui est pour nos latitudes le cas en été, ça correspondait à des moments très précis dans leur cycle agricole. Après, un peu plus tard, l'astronomie a permis aussi de se repérer sur Terre, de faire des cartes sur Terre ou sur mer, donc de faire des cartes. Je crois que c'était Louis XIV qui disait que les astronomes, c'était ceux qui lui ont fait perdre pas mal de son territoire, simplement parce que, il disait ça en blaguant, parce qu'effectivement on a pu faire des cartes plus précises et qui ont montré qu'en fait les cartes qui existaient avant n'étaient pas correctes et voyaient un territoire beaucoup plus grand que ce qui était le cas. Et puis quand on navigue, dès qu'on fait des traversées pour aller par exemple en Amérique, là on a besoin des étoiles absolument pour savoir sa latitude et sa longitude. Donc ça a toujours été un outil très important pour les populations. En plus d'être donc une source de mythes importants qui permettent d'expliquer les phénomènes qu'on n'arrivera pas à comprendre juste simplement avec notre entendement. Ça a été le cas beaucoup dans les premières civilisations sur Terre. On vient de se faire éblouir par un tracteur qui vient de passer à quelques mètres de nous là sur le chemin agricole. Donc on a perdu 20 minutes de toute l'acclimatation qu'on avait faite à l'obscurité. Ça met à peu près 20 minutes. Notre pupille, elle met vraiment du temps pour se dilater. Et il va nous falloir de nouveau 20 minutes donc pour arriver à retrouver la même taille de pupille et arriver à voir des étoiles aussi faibles que ce qu'on était capable de voir avant. Un des problèmes du suréclairage en ville notamment, c'est qu'on va passer rapidement donc, dans des zones qui sont très très fortement éclairées à des zones moins éclairées. Et ce contraste, c'est vraiment ce qui pose problème parce qu'on va arriver dans une zone peu éclairée et on va être ébloui tout simplement parce que notre pupille a besoin de temps pour se dilater. C'est pas le problème n'est pas tant qu'on n'arrive pas à voir dans l'obscurité. On le voit là en ce moment, on est tout à fait capable de distinguer les obstacles, mais il faut simplement lui laisser le temps. Et donc il ne faut pas suréclairer nos villes. Ouais, ce qu'on voit beaucoup là en ce moment, c'est des avions. On en a au moins 3 visibles simultanément, peut-être même plus, en tout cas dans mon champ de vision. Donc ça aussi, ça constitue une sorte de pollution lumineuse. Il y a d'ailleurs de plus en plus maintenant aussi de constellations de satellites qui sont visibles souvent au crépuscule, en général proches des lancements qui sont faits parce que ils n'ont pas encore atteint leur orbite définitive, ils sont encore relativement bas dans l'atmosphère et donc ils vont réémettre beaucoup de lumière vers le sol. Ça constitue aussi une source de pollution lumineuse. Concernant les avions d'ailleurs, c'est pour ça que dans les grands observatoires, notamment au Chili, c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas d'avions qui circulent la nuit. Il y a des accords qui sont passés pour justement arriver à préserver le ciel, pour que les observatoires ne soient pas gênés lors des observations scientifiques. Donc ça constitue des sources aussi de pollution lumineuse. Les satellites, ça constitue donc aussi une source de pollution lumineuse. Il y en a plusieurs milliers, je n'ai pas le nombre exact en tête. Et le chiffre pourrait doubler ou tripler si tous les projets de constellation de satellites voient le jour. On pourrait en avoir quasiment 60 000, je crois, si on met
en commun tous les projets entre ceux d'Elon Musk, de la compétition chinoise, donc c'est un nombre assez effarant. Et ça c'est pareil, ça constitue une source de pollution lumineuse, c'est gênant notamment pour les observations professionnelles, notamment pour les télescopes qui ont un grand champ de vue, parce que eux, la probabilité qu'ils en détectent dans leur champ de vue est donc plus grande. Et même si là, nous, on ne les voit pas forcément tous à l'œil nu, ces satellites, il faut savoir qu'on a une pupille, l'ouverture de l'œil qui va collecter de la lumière qui fait seulement 5 mm quand on est bien acclimaté à l'obscurité, quand on a pris le temps, comme c'est le cas maintenant, de ne pas observer de sources lumineuses et donc l'œil s'habitue. Par contre, quand on a un télescope qui fait 8 ou 10 mètres d'ouverture, là on va voir des objets beaucoup plus faibles et donc potentiellement aussi des satellites beaucoup plus faibles. Satellites ou des débris. Il y a aussi énormément de débris spatiaux qui orbitent tout autour. Le ciel n'est plus un espace sauvage et il y a encore peu de régulation, c'est bien d'ailleurs le problème. Et c'est ce qui permet à des entrepreneurs d'envoyer pas mal de satellites comme Starlink sans forcément avoir à demander des autorisations pour le faire. Les territoires, en France notamment, on s'est rendu compte que le ciel constitue un vrai patrimoine qu'on peut valoriser, notamment pour accueillir aussi, faire venir des personnes, des touristes qui seraient intéressés par découvrir le ciel. Et comme la pollution lumineuse progresse vraiment énormément sur les dernières années, entre 2012 et 2016 par exemple, il y a eu à peu près 2% d'éclairage supplémentaire par an. Donc ça progresse énormément, donc il y a de moins en moins de zones qui sont préservées, dans lesquelles on peut admirer un beau ciel étoilé, on peut voir la Voie lactée. Et donc les zones qui ont accès à un beau patrimoine étoilé essaient de le mettre en valeur. Et il y a des labels pour ça qui existent. Ces labels, il y en a certains qui existent au niveau des communes, et il y en a certains qui existent pour des régions entières, et c'est ce qu'on appelle les réserves internationales de ciel étoilé. La première qui a été attribuée en France, ça concerne la région autour du pic du Midi dans les Pyrénées, où il y a un grand observatoire astronomique d'ailleurs. C'était essentiellement au départ les astronomes qui ont poussé pour essayer d'obtenir ce label, parce que pour obtenir le label, il faut notamment démontrer le respect de certains critères, par exemple encourager aux extinctions en milieu de nuit, avoir un éclairage qui soit raisonné, c'est-à-dire dirigé vers le sol, avec une intensité lumineuse relativement faible. Et bien sûr aussi, il y a des critères de qualité du ciel. Donc il faut que le ciel soit suffisamment noir, et pour ça, il y a des mesures qui sont faites. Et donc c'était une forme aussi pour l'observatoire du pic du Midi de s'assurer que la pollution lumineuse allait rester contrôlée autour de l'observatoire. Et puis de plus en plus maintenant, on se rend compte que ce sont des parcs nationaux qui vont postuler, parce qu'ils ont un beau patrimoine de ciel étoilé, et ils essayent de le valoriser. Donc on a eu le parc du Mercantour, il y a le parc des Cévennes qui l'a obtenu, plus récemment le plateau des 1000 Vaches dans le Limousin. Et puis on a en ce moment donc le Vercors, qui est une réserve internationale de ciel étoilé. C'est vraiment des endroits où on a accès à un ciel qui est préservé, comme quand si on allait dans un endroit où on a des espèces animales par exemple préservées. On appelle ça aussi des réserves. Là c'est pareil, on a accès aux étoiles. On n'aurait pas accès à ce ciel dans des endroits plus pollués ou en ville par exemple. Donc c'est des réserves d'étoiles. Ah, on vient de voir passer une étoile filante. Juste en dessous de Cassiopée, on a ici une constellation qui s'appelle Andromède. Andromède, c'est intéressant parce qu'il y a une galaxie qui est visible à l'œil nu qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Et c'est un objet, donc c'est un des seuls objets en dehors de notre Voie lactée qui est visible à l'œil nu. Donc c'est une autre galaxie, et par un ciel sombre. Alors il faut qu'on ait un bon ciel sans pollution lumineuse, mais on peut la voir à l'œil nu. Et avec des jumelles, c'est très très facile. Et donc pour la voir, il suffit un petit peu de prolonger. Là on prend le deuxième V de Cassiopée, et on peut voir ça un peu comme une flèche si on veut. On prolonge cette flèche là, et on tombe sur une région du ciel en dessous où il y a on verra une petite tache floue si le ciel était noir, et s'il n'y avait pas un peu de brume là en ce moment,
qui correspond à Andromède, à la galaxie d'Andromède. Elle est située à plus de 2 millions d'années-lumière. Donc ça veut dire que la lumière qu'on voit de cette galaxie actuellement, elle a été émise il y a 2 millions d'années, donc à l'époque où il y avait encore des australopithèques sur la Terre. C'est assez impressionnant de se dire ça. Ça s'est voilé. On a eu un beau créneau. C'était Nuit Blanche avec l'astronome Julien Milly. Une réalisation d'Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.